Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec moi, Julien Lecarme. Avec vous, nous allons parler un peu de feuillus, mais surtout de l'histoire du feuillu dans la construction. Vous êtes compagnon du devoir, vous avez des responsabilités au sein du compagnonnage. Quelles sont ces responsabilités? Je suis responsable de l'Institut de la Charpente et Construction Bois. D'accord. Au niveau national ou au niveau local? Au niveau national. Au niveau national, d'accord. Donc avec vous, vous avez bien voulu tout à l'heure, lors d'un atelier, faire un peu une histoire de la construction avec le feuillu. Alors, je vais vous demander de me refaire cette petite histoire en compressé. Le propos, c'était d'introduire un atelier assez technique sur le feuillu, mais de l'insérer dans son temps, avec depuis combien d'années on utilise le feuillu. J'ai commencé mon intervention en 5600 avant Jésus-Christ, avec les premières traces d'utilisation qu'on voit sur des puits. Des puits réalisés. Des puits réalisés avec des feuillus, avec des puits en feuillu. En chaîne, des puits en chaîne. Après, pour aller quand même un peu plus vite, un petit passage par Saint-Pierre-de-Rome. Donc on est attaqué 1er, 10e siècle. Saint-Pierre-de-Rome, l'utilisation au Mont Sinaï de la charpente la plus ancienne encore en place, qui date du 7e siècle. Et en retraçant... Réalisé également en feuillu, à chaque réalisé, fois. À chaque fois, toutes les réalisations. Quand on dit feuillu, c'est quoi? C'est du chêne? On sait un peu, on connaît les essences? Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est très essentiellement du chêne. D'accord. Voilà. Quasi. Alors après, on travaille avec les charpentes qui ont subsisté. Des charpentes qui auraient été réalisées en épicéa ou en essence moins durable que le chêne, elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Voilà. Aujourd'hui, dans le patrimoine bois français, européen et principalement français, c'est essentiellement du chêne. D'accord, essentiellement. Alors je vous ai interrompu, je vous laisse continuer. On était à Saint-Pierre-de-Rome. On était à Saint-Pierre-de-Rome. Donc, entre le 1er et le 10e siècle, jusqu'à la fin du roman, on trouve les premières traces de charpente latine qui sont finalement très contemporaines à ce qui se fait aujourd'hui. Au gothique, 12e, 13e siècle, on augmente la pente des toitures. L'an 1000, date importante, apparition de la forêt cultivée. On arrête d'aller simplement en forêt, prendre ce qui existe et puis faire avec. Donc la forêt cultivée, ça nous permet des bois beaucoup plus longs, plus droits, plus propres. On commence à avoir par exemple l'Hôtel-Dieu de Tonnerre au XIIe siècle qui est fait avec des versants de 19 mètres de long, des chevrons d'une seule longueur, de 30-30 en pied jusqu'à 20-20 en tête. Ça c'est rendu possible parce qu'on s'est mis à cultiver la forêt. Exactement. Ça n'aurait pas été peut-être possible. Il y a un lien, c'était aussi l'objet par rapport à la conférence, il y a un lien entre le matériau et la compétence professionnelle. Les charpentiers, les professionnels œuvriers vont faire avec ce qui existe comme produit. Il y a une montée en compétence avec ces nouveaux produits, avec ces nouvelles... Alors, il y a l'appropriation des produits. Là, je suis un peu plus contemporain quand je parle de ça, mais c'était certainement la même chose à l'époque. Qu'est-ce que les techniques constructives de l'époque permettent de faire? Comment l'évolution des matériaux permettent de faire évoluer ces techniques. Typiquement, des chevrons d'une seule longueur de 19 mètres, au Xe siècle, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ou il fallait une surface de forêt énorme pour trouver des arbres qui, seuls, avaient réussi à pousser de cette façon-là. Ça évolue, c'est aussi au XIIIe siècle le début du chantier de Notre-Dame de Paris. Pareil, des techniques constructives, apparition des signes de marquage. Il y a une vraie évolution de la compétence. La cathédrale d'Auxerre, on commence à avoir vraiment un bel exemple en charpente de chevron forme en ferme, c'est une typologie de charpente. Une vraie application de l'art du trait de charpente. C'en est une des preuves dès cette époque-là, au XIIe siècle. L'évolution, 14-15e siècle, un siècle assez compliqué pour l'Europe. Milieu du XIVe siècle, apparition de la peste. L'Europe passe de 21 millions à l'apparition de la peste. La France, pardon, passe de 21 millions d'habitants à 9 millions au début du XVe siècle. Donc les problématiques ne sont pas sur comment on construit, avec quoi, etc. On ne s'intéresse plus tellement au logement du coup. Exactement, le logement. Enfin, le logement ou même la construction en général. Il y a moins de pression, c'est clair. Il y a quand même des réalisations qui sont assez notables, avec celles qui ont subsisté aussi, qui sont arrivées jusqu'à nous. Par exemple, la maison du Priou à Thiers, un R+4 en bois, tout en chêne, qui est un ouvrage assez beau, avec un style très élancé. Quand vous dites un R+4 en bois, ça veut dire c'est ce qu'on appelle le mur à pan de bois? Excusez-moi, c'est un R+3, il y a 4 étages en pan de bois. D'accord, en pan de bois donc. En pan de bois, les immeubles parisiens... comme les immeubles parisiens d'aujourd'hui, comme le centre-ville de Troyes, de Rouen, on a beaucoup d'exemples de centre-ville en pan de bois subsistant en France, et qui sont essentiellement de ces années-là, fin du XIVe, XVe siècle, XVIe siècle. Et toujours en feuillu. Toujours en feuillu, toujours quasiment exclusivement en chêne encore à cette époque-là.
XVIe siècle, c'est la Renaissance, c'est beaucoup plus calme économiquement. Donc on se remet à construire, on a des très beaux ouvrages. La Maison d'Adam à Angers, qui est assez célèbre, un gothique presque flamboyant. Pareil, beaucoup d'étages, très techniques, une forte évolution du trait de charpente, des typologies de marquage. Des assemblages beaucoup plus techniques et aussi beaucoup d'ornementation, de sculpture, de gravure, etc. Alors, je vais vous demander d'aller un peu plus vite dans le temps et d'arriver... Utilisation de la marine de guerre. Essentiellement, le bois est utilisé pour faire des bateaux. Un bateau de 74 canons de l'époque, c'est 3000 arbres. 3000 arbres, en comparaison, Notre-Dame de Paris, c'est 600 arbres. Donc il y a un très fort... Notre-Dame de Paris, ça dure, alors que le bateau, lui, coule. Le bateau coule. Parce qu'on fait la guerre avec. Non, exactement. Donc on a un très fort appauvrissement de la forêt, parce qu'on fabrique des engins de guerre, qui s'appellent des bateaux avec, et on les coule. Donc on consomme énormément de bois. Le bois dans la construction terrienne, il nous reste ce qu'on peut. Donc des bois qui sont de moins bonne qualité, et jusqu'au 18e où on va carrément vers une exploitation autre, on va utiliser d'autres bois, le peuplier principalement. Des bois qui poussent plus vite, c'est ça? Du bois qui pousse plus vite, et puis on n'avait pas l'habitude de construire avec, c'était un bois non utilisé, bah on va s'en servir parce qu'on est devenu pauvre. On diversifie, on se diversifie. C'est aussi l'apparition des moises avec les boulons, qui sont à peu près de cette époque-là, 1720. Donc on va se mettre à moiser, ça c'est pour les techniques constructives. Ça fait évoluer encore, on voit là un assembleur va faire évoluer un style de charpente. 18e siècle, c'est la charpente à moise qui prédomine. 19e siècle, l'apparition de la charpente métallique, très forte ingénierie, caractérisation des bois. Apparition de la charpente colonel Émy, on a raté tout à l'heure Philibert Delorme d'ailleurs, qui a commencé à faire des versants cintrés avec des petits éléments. Colonel Émy qui continue aussi de cintrer les bois. On fait des plus longues portées, ça devient très technique. Et là, on est toujours en feuillu. Pour ces parties-là, on commence déjà à diversifier avec du résineux pour des raisons essentiellement économiques. Alors, on va, je suis désolé, je vais accélérer un petit peu. 20e siècle, très faible utilisation du feuillu, ou en tout cas quasiment exclusivement ou essentiellement pour la restauration du patrimoine. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique que d'un seul coup, est-ce que parce qu'on avait une offre résineuse qui était en train de se construire et qui s'était construite et où on y allait, ou est-ce que finalement, à cause de ce que vous nous avez raconté, une forêt de moins bonne qualité, des charpentes acier, comment on explique en fait ce désintérêt quelque part pour le feuillu? Je ne voudrais pas faire trop de spéculation. On peut supposer le prix de la matière. L'augmentation de l'ingénierie, la caractérisation montre que finalement le résineux, on sait qu'il ne peut pas aller dehors, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec, enfin pour certaines essences de résineux, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, mais en tout cas pour une grande partie des constructions, on peut œuvrer. Il y a quand même une histoire du résineux qui existe dans toutes les Alpes, sur des villes qui ont une vraie histoire comme Besançon, enfin en tout cas qui ont conservé leur patrimoine comme Besançon, on va avoir des vieux ouvrages en résineux. Dans les Hautes-Alpes, on en retrouve à plusieurs endroits. Les transports sont plus faciles, donc on peut se permettre d'importer, là on attaque le XXe siècle, mais importer du bois du Nord, c'est possible. Oui, au XVIe siècle, on se posait moins la question. On construisait vraiment ultra local. Avec le bois qu'on avait. Exactement. Donc le résineux prédomine. Une mixité de matériaux assez forte. On va utiliser le chêne pour des poteaux de hangars agricoles, par exemple, avec des environnements qui sont assez agressifs, ou des ouvrages en extérieur, de l'aménagement extérieur, des choses comme ça. Au XXIe siècle, on le voit aujourd'hui, on a de nouveau un attrait. XXe siècle, c'est aussi au niveau de la menuiserie, on en a moins parlé, mais qui était une utilisation du hêtre. Quasiment plus d'utilisation du bois massif dans la menuiserie, très faible. Donc on a une forêt. Les arbres qui sont utilisés aujourd'hui, ils ont été plantés pour le chêne il y a 100 ans. Pour le hêtre, c'est à peu près la même échelle de temps. Donc c'est des échelles de temps qui sont longues. Aujourd'hui, ces arbres arrivent là, personne n'en veut. Ils sont à maturité. Ils sont à maturité, soit on les laisse pousser, soit on s'en sert en bois de chauffage. Donc l'idée, c'est de trouver... Ils ont un prix qui devient faible, et des industriels rentrent sur la brèche, sur ces marchés-là, en valorisant ces essences, en les transformant, en proposant un produit de construction de plus en plus évolué. Le XXIe siècle, ça va être de nouveau le siècle du feuillu? Le feuillu, je pense qu'on restera sur une mixité forte. Le siècle du bois, c'est bien possible, avec une mixité. Le feuillu n'est pas intéressant tout le temps partout. Il n'y a aucun matériau qui est intéressant tout le temps partout.
Mais par contre, le feuillu, il est durable, mécaniquement beaucoup plus résistant que le résineux. Et pour le patrimoine, on l'a dit, au XXe siècle, c'était une vraie activité. Ça le sera encore au XXIe, au Oui, c'est ça. XXIe. Pour le patrimoine, il n'y a Pour pas le de patrimoine, souci. il n'y a pas de souci, ça sera toujours très utilisé. Alors, on va s'arrêter là sur l'histoire. Et je vous remercie de nous avoir fait un petit peu ce petit historique du feuillu et de son utilisation, parce qu'aujourd'hui, on a presque l'impression de découvrir qu'on construit en feuillu, mais on a toujours construit en feuillu. En fait. C'était un des intérêts dans cet atelier très technique de dire qu'il y a une vraie histoire sur ce matériau-là. En une minute, je vais vous demander de me dire aussi un peu ce que vous travaillez en tant que compagnon du devoir, et ce que vous travaillez avec les jeunes aujourd'hui, et peut-être du feuillu. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer un petit message sur ce... Les compagnons du devoir, c'est de la formation professionnelle en alternance par la mobilité. Donc c'est 7000 jeunes en France qui se forment à 28 métiers différents, une vraie histoire avec des métiers du bâtiment, mais aussi des métiers de l'industrie, des métiers du goût, des métiers des matériaux souples, etc. On est partenaire co-organisateur du forum, c'est pour faire la promotion de notre activité, mais aussi de dire que l'acte de construire doit se faire avec des hommes, des femmes, formés, c'est notre métier de le faire. On a réalisé l'œuvre un peu emblématique d'entrée du forum qui s'appelle Immersion. On a fait ça avec une équipe de jeunes pour montrer qu'un ouvrage bien réalisé, il faut un architecte, il faut un ingénieur et il faut des ouvriers qualifiés, compétents, capables d'organiser des chantiers, faire des approvisionnements, transformer la matière et la mettre en œuvre. Ça, c'est notre cœur de métier. Aujourd'hui, qui est porteur. Les jeunes chez les compagnons du devoir ont un emploi, on les forme. Ils sont postés et ils ont une à la sortie, à la sortie, ils ont un travail. Et à la sortie, ils ont un travail. Ce qui est pas mal aujourd'hui. Ce qui est pas mal aujourd'hui. Écoutez, Julien Le Carme, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir jusqu'ici sur le plateau de Batijournal TV. Et puis à une prochaine fois. Et puis j'imagine qu'on peut se renseigner partout sur les compagnons du devoir, à la fois dans les maisons des compagnons du devoir ou sur le site internet. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.